Bonjour à toutes et à tous, vendredi 13 juin, il est l'heure de l'info. Aujourd'hui, partout en France, les élèves de première ont planché sur le baccalauréat écrit de français. Le recteur de l'Académie de Reims était ce matin à Saint-Dizier à la rencontre des élèves du lycée Saint-Exupéry. Après le BAFA pour encadrer les jeunes, place au BAFD pour encadrer les animateurs. Le centre socioculturel lance une nouvelle formation et reçoit une labellisation. Le jeu d'échecs comme outil pédagogique et pourquoi pas, c'est le pari que s'est lancé la ville de Vitry-le-François en format XXL sous les Halles. Ce vendredi 13 juin, le recteur de l'Académie de Reims, Vincent Stanek, s'est rendu au lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier pour apporter son soutien aux élèves des classes de première professionnelle et technologique qui ont passé leur épreuve anticipée du baccalauréat, celle de l'écrit de français. Célia Richard était sur place. 7h15, les premiers élèves du lycée arrivent. Dans quelques minutes, ils vont entrer dans leur salle d'examen. L'épreuve écrite de français va démarrer. Un peu stressé, mais aussi pas trop de stress car c'est qu'une épreuve et ça n'a pas de grand enjeu encore pour le bac. C'est pas un bac complet en soi, c'est qu'une épreuve qui va compter pour la finalité. Et puis je trouve qu'on a été assez bien préparé durant l'année. Un peu stressé, mais ça va parce que c'est juste l'écrit. On a été assez bien préparé, donc je trouve que c'est moins stressant que l'oral. J'ai juste hâte que ce soit fini, comme ça je me dis que c'est quelque chose de fait et puis voilà, mais je suis pas trop stressée, ça va. Un peu stressé, mais sinon ça va quand même. On stresse comme tout le monde, je pense que tout le monde stresse et puis après c'est pas grave, c'est le bac, au pire on peut rattraper. Au début, j'ai pas été du tout stressée de la semaine. Là, je sens que ça commence à venir, mais je suis pas plus stressée que ça, parce qu'on a vraiment été bien préparés quand même. Le recteur de l'Académie de Reims, Vincent Stanek, a tenu à accompagner les futurs bacheliers lors de cette première journée d'épreuve. Ce matin, il a même pu distribuer les sujets aux classes de première professionnelle et technologique de l'établissement. C'est toujours un moment d'émotion puisque je me souviens moi-même de l'époque lointaine maintenant où j'étais à leur place, de la petite tension qu'on avait, évidemment de l'enjeu qui est le leur pour leur avenir. Voilà, c'est aussi la continuité de notre engagement, c'est l'école qui continue à se mobiliser, à faire passer les examens de génération en génération. C'est un sens très fort, je pense, pour l'ensemble du pays. Pour cette édition 2025, les élèves avaient le choix entre un commentaire de texte et une dissertation. Le sujet du commentaire était le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle. La dissertation, elle, portait sur le théâtre du XVIIe au XXIe siècle. De quoi réjouir certains. J'avoue que moi je comptais prendre le commentaire et j'aimerais bien tomber sur le théâtre ou un peu peu importe, mais j'ai une préférence pour le théâtre. Moi j'espère voir soit la poésie, soit le théâtre. Et dans tous les cas, je prends le commentaire, donc c'est un texte qu'on ne va pas connaître. Moi déjà, j'aimerais bien faire commentaire et avoir une poésie, parce que je trouve que c'est plus simple. La poésie. Littérature d'idées, j'espère. Moi, je préférais plus le roman ou le théâtre. La poésie, c'est vraiment pas mon truc. Et je suis sûre que je prends le commentaire et la dissertation, j'y arriverai pas, je pense. Le grand oral se déroulera entre le 18 juin et le 2 juillet 2025. Les résultats devraient tomber dès le 4 juillet prochain. Et quelques jours après l'attaque mortelle au couteau à Nogent, Haute-Marne, le recteur de l'Académie nous livre son sentiment et les mesures mises en place. Écoutez. Personne ne peut être habitué à ce genre de situation. Quelle que soit son expérience ou son entraînement en quelque sorte, c'est une situation qui ne peut que frapper de sidération et d'effroi. Et nous devons être vraiment en empathie avec tous ceux qui ont été témoins de ce drame, encore une fois, qui est un drame épouvantable. Hier, les élèves ont repris le chemin de la classe. Ça va se poursuivre aujourd'hui, mais c'est une attention, une vigilance de tous les instants et auprès de chacun. Je crois que c'est une épreuve qui va se poursuivre et nous devons y être tous attentifs et solidaires. Alors sur le collège, nous avons des moyens exceptionnels puisque nous avions hier 17 personnes supplémentaires sur place destinées à prendre en charge l'aspect psychologique, l'écoute, l'accompagnement, en complémentarité des moyens dépêchés par la préfecture, des renforts sur la vie scolaire pour aider le chef d'établissement à tenir la maison et enfin des renforts en matière de sécurité puisque l'équipe académique de sécurité s'est dépêchée sur place.
Et ce vendredi 13 juin, la ville de Saint-Dizier a dévoilé sa nouvelle formation brevet d'aptitude aux fonctions de directeur pour encadrer les animateurs et les jeunes de centres aérés. Après le BAFA, elle fait partie de l'ensemble de l'offre d'animation désormais valorisée par l'obtention du label Éducation populaire pour la culture au centre socioculturel de Saint-Dizier. Le détail avec Lisa Wagner. Après le succès de la formation du BAFA, dispensée par le centre socioculturel de Saint-Dizier, place désormais au niveau supérieur le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. Dispensée en 18 mois avec des stages et des périodes théoriques, cette nouvelle formation est au cœur désormais de l'offre d'animation de la ville bragarde. 12 places lui seront consacrées cette année. L'âge minimum pour y postuler est de 21 ans. Et depuis la semaine dernière, le centre socioculturel s'est vu décerner l'obtention du label Éducation populaire pour la culture par la ministre de la Culture. Il reconnaît ce lieu comme un acteur et un partenaire culturel majeur sur le territoire et est décerné pour 5 années. De quoi bien débuter l'été au centre socioculturel de Saint-Dizier. L'idée cette fois-ci, c'est de former des gens au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur à compter de début juillet, du 5 au 13 juillet. La formation débutera à ce moment-là. Il y a 12 places. Donc 7 pour les référents périscolaires de la ville de Saint-Dizier, parce que l'idée c'est de faire monter aussi en compétences nos agents en interne, mais aussi il y a 5 places qui sont ouvertes dans un premier temps pour ceux qui souhaiteraient monter en compétences, changer de voie professionnelle et puis offrir leurs services au service de Saint-Dizier ou des communes de l'agglomération. Ça fait plusieurs années que la ville de Saint-Dizier milite pour la culture, qui est un pilier important dans la construction de chaque individu. Donc c'est un travail de longue haleine sur plusieurs années. Et aujourd'hui, c'est une légitimité qu'on nous reconnaît pour les actions culturelles qui sont menées au sein de la ville de Saint-Dizier. C'est une ambiance studieuse qui régnait sous les halles de Vitry-le-François ce vendredi. Près de 400 enfants concentrés devant leur échiquier ont transformé le lieu en un véritable arène de stratégie. Derrière ce tournoi d'envergure, un projet éducatif ambitieux porté par la ville qui place les échecs au cœur de l'apprentissage scolaire. Une initiative saluée par les enseignants comme les élus et qui illustre une volonté forte, celle de former leurs esprits à travers un jeu millénaire. Nicolas Fontaine, Julien De Bruyne. Sous les halles de Vitry-le-François, ce vendredi 6 juin, un tournoi d'échecs pas comme les autres a réuni près de 400 élèves. Venus de toutes les écoles primaires de la commune, ces jeunes joueurs ont participé à un événement marquant, fruit de 2 années de travail mené par la ville pour promouvoir la pratique des échecs dans les établissements scolaires. Aujourd'hui, c'est le premier défi jeune d'échecs. Donc c'est la continuité du projet pédagogique, des actions qu'on mène tout au long de l'année, où tous les enfants, tous les jeunes scolarisés sur Vitry-le-François ont 1 heure d'intervention échecs tout au long de l'année. Donc ils apprennent à jouer avec un formateur, Fabien Guilleux, qui est un maître international. Et donc là, c'est la finalité pédagogique. Depuis 2023, la municipalité a intégré les échecs dans le programme éducatif des écoles primaires de Vitry-le-François. Cette initiative vise à développer des compétences telles que la concentration, la mémoire et la logique des élèves. Des études ont montré que la pratique régulière des échecs peut améliorer les performances scolaires, notamment en mathématiques. Ils prennent énormément de plaisir à jouer pendant 1 heure par semaine et prennent vraiment conscience que on joue ensemble, on développe des stratégies. Non, vraiment, ils prennent vraiment plaisir à participer à ce projet. Notamment au niveau du développement des stratégies, en mathématiques, par rapport au déplacement aussi, parce que nous, en CM1, CM2, on a tout un travail sur le quadrillage. Et donc là, aux échecs, on a effectivement tout un quadrillage sur le plateau. Donc oui, effectivement, on a vraiment des compétences qui se mettent en place, notamment par rapport au fait qu'ils apprennent à jouer aux échecs. À l'issue des parties, chaque élève a reçu une récompense pour sa participation. Tous les élèves ont semblé investis pendant la journée, une réussite pour la commune. Si on continue l'action, c'est qu'effectivement il y a un beau retour, il y a un portage. Et c'est unanimement apprécié par les enseignants. Et pour les parents, il y a eu de la curiosité, mais aussi la découverte que finalement on pouvait apprendre en jouant. C'est quand même assez formidable. On n'a pas l'impression de travailler, mais en fait quand on est dans un jeu d'échecs et qu'on est concentré, on travaille. On fait travailler son esprit. Et donc faire travailler son esprit, c'est développer ses capacités de compréhension, ce qu'on appelle les capacités cognitives. Selon la Fédération française des échecs, depuis le lancement du programme Classe Échecs en 2022, plus de 3000 écoles et près de 6000 enseignants ont été impliqués dans l'enseignement du jeu d'échecs à l'école primaire.
Découvrez à présent ou redécouvrez le dispositif Communauté Meuse 360 pour les personnes en situation de handicap, les aidants ou encore les professionnels de santé. Il y a quelques jours, nous avons reçu sur notre plateau Élodie Godard, conseillère en parcours, et Kevin Barthes, coordinateur, pour nous en parler. Une interview réalisée avec Paul de Watine. Regardez. Ce soir, nous recevons Élodie Godard et Kevin Barthes. Alors, vous êtes conseillère en parcours et vous, Kevin, vous êtes coordinateur, tous les deux, à la communauté 360 Meuse. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, je le disais, nous vous recevons ce soir dans le cadre du dispositif Communauté 360 Meuse. Quel est l'objectif de ce dispositif créé il y a maintenant 4-5 ans? C'était en 2020, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. L'objectif, c'est concrètement, par le biais d'un numéro vert, le 0800 360 360, de permettre à toute personne en situation de handicap, reconnus ou non, mais aussi pour les proches aidants et les professionnels, de nous solliciter pour toute difficulté sur toutes les thématiques et sans critères d'âge, concrètement. Et donc, sur l'ensemble de la Meuse. C'est ça, sur l'ensemble de la Meuse. Donc ça s'adresse à tout le monde finalement, ça s'adresse à un grand nombre de personnes. Oui, tout à fait. Vous pouvez, toute personne ayant une question ou besoin d'un renseignement lié au handicap peut nous contacter. On intervient, comme le disait mon collègue, sans critère d'âge, sur toute la Meuse et sans nécessité d'une reconnaissance MDPH. C'est vraiment varié. Et donc l'idée derrière cette création en 2020, c'était d'accompagner ces personnes justement en situation de handicap, mais pas que. On était sur une période de Covid concrètement, donc au niveau du lien social, le gouvernement a voulu initier un outil facilitant et qui soit aussi un outil qui coordonne les solutions par rapport aux besoins du territoire. Et donc du coup, l'objectif, ce n'est pas de rajouter un dispositif supplémentaire par rapport à l'existant, mais surtout d'être un outil de coordination et d'être facilitant, notamment par rapport à des dispositifs qui ne sont pas forcément connus sur le territoire. Et donc l'objectif, c'est de mettre en valeur, de mettre en lien les personnes avec ces dispositifs. Et donc une fois qu'on l'a dit, vous avez rappelé le numéro, une fois qu'on a appelé donc ce numéro, le 0800 360 360, ensuite il y a un diagnostic qui est réalisé. Racontez-nous un peu la suite du processus. Alors en fait, les personnes téléphonent ou les professionnels nous sollicitent. On prend en compte la situation. Ça peut être une réponse qui se fait directement. Donc on donne le renseignement directement par téléphone et la personne ne nous sollicite pas, enfin n'a pas besoin de plus de conseils. Si la situation demande un niveau de coordination supplémentaire, là on prend contact directement avec la personne en entretien, on se rencontre au domicile ou dans un lieu neutre et ensuite on évalue la situation pour orienter ou mieux conseiller la personne. Et une fois qu'il y a prise en charge, vous, votre rôle s'arrête ici, c'est prise en charge par les associations, les autres dispositifs, vous, votre rôle, il s'arrête là, à ce moment-là? Alors il y a quand même une mise en lien qui est importante, c'est-à-dire qu'il n'est pas facile pour la personne d'aller directement auprès d'une structure pour demander aide, appui. Donc on est facilement amené à proposer des entretiens tripartites pour justement faciliter les échanges et amorcer ce lien pour ensuite que l'accompagnement se développe avec l'autre partenaire. Donc on n'est pas seulement juste sur, on va dire, transmission de dossier, ça va plus loin que ça. On va vraiment sur un appui concret, physique, même moral, concrètement, de la personne pour justement développer tel ou tel dispositif et faire avancer son parcours. C'est quel type d'accompagnement, justement? On peut être sur des parcours très variés, parce que c'est vraiment en fonction du diagnostic qui a été évoqué, du contexte. Le parcours va être vraiment différent pour chaque situation, ce qui nous amène à développer un partenariat, des conventionnements avec des partenaires très larges, sans forcément trop se valoriser, mais on travaille avec quasiment toutes les structures, associations et partenaires du territoire meusien. Est-ce que c'est une difficulté justement d'aller vers ces partenaires, de créer des liens avec eux? Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a de nombreux en Meuse. Alors non, au niveau de la Meuse, puis je te laisserai du coup aussi revenir par rapport à ça, c'est qu'il y a vraiment une volonté de travailler ensemble qui est présente au niveau du département. Donc ces échanges, ces rendez-vous que l'on initie auprès de partenaires très variés, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement et puis on se rend compte qu'on va tous vers le même sens, c'est-à-dire faciliter le parcours de la personne. Donc il y a vraiment du coup des facilités en fait entre partenaires pour
pour des échanges. On développe des conventionnements aussi pour faciliter aussi la réalisation de certains objectifs et travailler ensemble pour faire avancer la population meusienne en général. Voilà. On l'a dit, vous vous adressez à de nombreuses personnes. Est-ce que vous, en tant que conseillère, vous arrivez à sortir un profil type de personnes qui vous contactent ou pas forcément, ça reste très varié? Alors non, je ne peux pas sortir un profil type, non, c'est vraiment très vaste. Ça peut aller de parents qui ont un enfant scolarisé et qui aimeraient avoir un diagnostic pour avoir un accompagnement à l'école. Ça peut être une personne qui veut entrer en formation, qui n'a pas de moyens de locomotion pour s'y rendre. Ça peut être une personne qui n'a pas de médecin traitant et qui souhaite monter son dossier MDPH. Ça peut être de l'aménagement du logement aussi, des personnes qui souhaitent des aides financières pour aménager le logement, des personnes vieillissantes qui ont un enfant en situation de handicap qui est maintenant adulte et qui veulent obtenir du répit. Voilà, c'est vraiment très vaste. Et puis tout le monde peut vous contacter, hein, vous l'avez dit, les aidants, les personnes justement en situation de handicap directement, même les professionnels qui peuvent vous contacter. On a souvent les sollicitations de professionnels, à la fois pour avoir un avis concret par rapport à la situation ou aussi avoir de nouveaux partenaires ou professionnels qui pourraient répondre aux besoins de la personne qui les accompagne. Oui, c'est assez souvent du coup développé. Ouais, très bien. Eh bien. Écoutez, merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Puis je rappelle le numéro qui s'affiche sur votre écran, c'est le 0800 360 360. Merci. Merci. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée, bon week-end à tous. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.